des constructions les plus époustouflantes de la planète. Cet endroit est comme une cathédrale. L'ingénierie ici est impressionnante. Aux machines modernes les plus puissantes. C'est vraiment incroyable. C'est de l'ingénierie de pointe. Rien n'aurait été possible sans les inventeurs de génie du passé. Aujourd'hui encore, c'est à couper le souffle. Voilà, regardez-moi ça. Ce sont 3 étages d'une merveille d'ingénierie victorienne. Aujourd'hui, vous découvrirez l'engin spatial le plus audacieux de l'histoire. Ces fusées de lancement seront les plus puissantes qui aient jamais décollé de cette planète. Conçu pour transporter l'homme plus loin que jamais. Quand ce sera fait, on pourra se dire que c'est la plus grande réussite de notre vie. Et les innovations historiques C'est vraiment énorme. Comme un plongeon dans le temps. C'est parti! qui ont rendu possible Ça, c'est vraiment une technologie de pointe. l'impossible. Depuis un demi-siècle, la NASA est à la pointe du voyage spatial. Des premières aventures lunaires d'Apollo jusqu'aux technologies héroïques de la Station spatiale internationale. Les ingénieurs ont tout fait pour innover. Mais aujourd'hui, la NASA lance un nouveau projet avec un but extraordinaire: amener l'homme sur Mars. Mars, c'est le Graal de l'exploration spatiale. Nous allons plus loin que jamais, aux confins de l'espace, en territoire inexploré. Pour y arriver, les ingénieurs doivent voir grand, afin de créer la navette spatiale la plus perfectionnée jamais conçue. Orion est une véritable prouesse technique. Des milliers de gens travaillent dur pour en faire un succès. Les meilleurs ingénieurs du monde sont sur ce projet. Ce n'est pas simple, nous allons dans l'espace. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Le cœur de cette navette révolutionnaire sera la capsule de l'équipage. Avec ses 5 mètres de diamètre, ce sera la plus grande jamais conçue par la NASA. Elle accueillera 4 astronautes. Une fois dans l'espace, le cœur d'Orion sera composé d'un module de service équipé de systèmes de survie et de propulsion dernier cri. Ces 4 panneaux solaires de 19 mètres de long emmagasineront l'énergie et permettront à Orion de voyager plus loin que tout autre véhicule d'exploration à ce jour. Pour la responsable du module équipage de la NASA, Lara Kearney, le voyage sans précédent d'Orion servira un but héroïque. Je pense qu'il est important d'en savoir plus sur les autres planètes du système solaire. Comment elles sont nées, si l'on peut y vivre, et pourquoi pas découvrir si nous sommes seuls dans l'univers. La première difficulté rencontrée par Lara et l'équipe de la NASA vient de la quantité d'énergie à fournir pour faire décoller Orion. Pour une mission de ce genre, il faut embarquer beaucoup de composants et de matériel pour l'équipage qui part longtemps. Alors pour propulser tout ce poids sur une si longue distance, les moteurs doivent être puissants. Pour que le lancement soit effectivement possible, les ingénieurs devront s'inspirer d'audacieux innovateurs du passé. Depuis que l'homme regarde vers le ciel, il a rêvé de voyager dans les étoiles.
Au IIe siècle avant Jésus-Christ, un scribe mésopotamien racontait l'histoire d'un navire qu'une tempête avait envoyé sur la Lune. Mais selon la légende, au XVIe siècle, l'astrologue chinois Wan Hu devint le premier homme à vouloir atteindre la Lune à l'aide de fusées. Il est parti assis sur une chaise propulsée par de la poudre. Quand la fumée s'est dégagée, il avait disparu. On ignore toujours s'il est arrivé dans l'espace. Il faudra attendre le grand ingénieur américain Robert H. Goddard au début du XXe siècle pour que le rêve se transforme en réalité. Parvenir à construire une fusée suffisamment puissante pour quitter l'atmosphère terrestre. L'historienne spatiale Amy Shira Teitel rejoint la Albuquerque Rocket Society à Roswell, au Nouveau-Mexique. Elle vient assister à la reconstitution de l'une des inventions de Goddard. Cette fusée est une réplique de la A5 construite par le pionnier Robert Goddard en 1935. C'est dans ce décor désertique, loin des habitations, que Goddard a mis à feu sa fusée et montré toute sa puissance. Il est fasciné par le voyage spatial depuis son enfance. Et en 1915, il lance sa première fusée. Mais la poudre qui propulsait ses prototypes était pour le moins inefficace. Il savait que pour quitter la gravité terrestre, il lui faudrait un carburant plus puissant. Alors il se tourna vers la propulsion liquide, mélange d'essence et d'oxygène liquide, dont la combustion plus chaude lui donnerait une fusée plus puissante. Faire brûler de l'essence et de l'oxygène liquide dans une chambre de combustion crée une forte pression et un jet de gaz brûlant à haute vélocité. Le faire circuler à travers 2 tuyaux et un embout accélère encore le flux de gaz et produit une poussée qui propulse la fusée vers le haut. Plus la température est haute, plus la poussée est forte. Nous avons ici une réplique de la fusée de 1926 qui lui servait de démonstration pour prouver sa théorie sur la puissance de la propulsion liquide. Il l'a appelée Nell et elle a atteint 12 mètres en 2 secondes avant de s'écraser. Ce fut un vol court, mais capital. Goddard venait de créer la référence pour toutes les fusées modernes. En 1920, il publie un article disant que son prototype pouvait envoyer une charge utile sur la Lune. Déclaré absurde par le New York Times, ses idées allaient à l'encontre des théories scientifiques de l'époque. Les scientifiques pensaient que, vu l'absence d'air dans l'espace, la fusée ne rencontrerait pas de résistance pour voler. Mais Goddard n'était pas d'accord. L'une des règles de base de la physique, établie par Sir Isaac Newton en 1686, dit que pour toute action, il y a une réaction égale et de sens contraire. À l'inverse de ses confrères, Goddard pensait que cette théorie serait également valable dans le vide spatial. Voici comment la 3e loi du mouvement de Newton fonctionne. Imaginez que le skateboard est une fusée et que le ballon représente les gaz brûlants qui s'en échappent. Quand je lance la balle, la force que j'utilise pour l'envoyer devant me pousse aussi fort dans la direction opposée. C'est parti. La 3e loi de Newton en action. Repoussant toujours plus les limites durant les 15 années suivantes, Goddard fit décoller 34 fusées à propulsion liquide, atteignant une altitude de 2,5 km et une vitesse approchant les 1200 km/h. Aujourd'hui, la réplique fidèle de l'un de ses chefs-d'œuvre, la fusée A5, est parée au décollage dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est vraiment chouette. Comme un plongeon dans le temps. On y est. 5, 4, 3, 2, 1. Incroyable. C'est vraiment génial.
C'est très facile d'imaginer Goddard et son équipe en train de faire la même chose il y a 80 ans. Robert Goddard a révolutionné le concept de fusée et a rendu l'impossible possible. Il a recherché, développé et compris les fondements du vol spatial moderne et a créé les fusées pour y parvenir. Sans sa contribution, envoyer des hommes dans l'espace ne serait toujours qu'un rêve. Pour envoyer Orion dans l'espace, les ingénieurs de la NASA doivent améliorer les concepts de Goddard. Une poussée de 3,8 millions de kilos nécessite des moteurs plus hauts que la Statue de la Liberté et plus longs qu'un stade de foot. En 2012, le travail commence sur le site d'assemblage de Michoud, à la Nouvelle-Orléans. Pat Whips doit construire cette fusée monstrueuse qui enverra Orion en orbite terrestre basse pour 2 missions test. Ces fusées de lancement seront les plus puissantes qui aient jamais décollé de la Terre. Capables de soulever une charge de 70 tonnes, les 2 propulseurs les plus gros jamais conçus généreront 75% de la poussée. Le premier étage de la fusée est un réservoir qui contient de l'hydrogène cryogénique liquide et de l'oxygène liquide pour alimenter 4 moteurs RS-25 conçus à la base pour le programme de navette spatiale. La technologie de ces réacteurs est incroyable. Je la surnomme la Mona Lisa du génie mécanique. Steve Wofford dirige l'équipe chargée des tests du lanceur SLS au Stennis Rocket Facility, dans le Mississippi. Voir un réacteur en action, maîtriser une telle quantité d'énergie et générer autant de puissance, c'est bluffant. Ça fait 25 ans que je suis amoureux de ces réacteurs. Les réacteurs s'accompagnent de 2 propulseurs culminant à 55 mètres de haut. En mars 2015, les tests commencent dans le désert de l'Utah. Pendant les 2 minutes d'allumage, les ingénieurs relèvent des données sur 103 points de construction. Le plus gros réacteur de fusée au monde génère une poussée de 1,6 million de kilos, soit l'équivalent de 14 avions de ligne à leur puissance maximale. Ces moteurs atteignent leur vitesse orbitale à plus de 28 000 km/h, soit environ Mach 25. Mais pour envisager son prodigieux voyage jusqu'à Mars, les ingénieurs de la NASA réfléchissent déjà à une version plus puissante de cette fusée. D'ici quelques années, le système de lancement pour 130 tonnes de charge utile passera à 140 tonnes et embarquera des structures, de l'équipement et bien sûr des astronautes. Après plus d'un demi-siècle de voyages spatiaux, la NASA lance son projet le plus audacieux à ce jour. Les ingénieurs aéronautiques construisent un engin capable d'explorer l'espace. Orion ira là où aucun être humain n'est allé auparavant. Leur but, d'ici à 2035, envoyer une équipe d'astronautes sur la surface de Mars. L'espace est clairement un lieu hostile qui vient avec son lot de challenges. Tout doit fonctionner. L'échec n'est pas une option. Alors que la première mission habitée est prévue pour 2021, la responsable du module équipage, Lara Kearney, et son équipe doivent créer une capsule qui garde les astronautes en vie à plus de 100 millions de kilomètres de chez eux. L'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. Il doit affronter l'absence de matière, l'absence de gravité, des températures et des conditions extrêmes. Toutes ces choses que le corps ne subit jamais sur Terre.
Il aurait été impossible de fournir un habitat sûr à l'équipage d'Orion sans les grands innovateurs qui ont marqué l'histoire. Depuis le premier vol en 1783, les aéronautes ont voulu aller toujours plus haut. En 1899, le météorologue français Léon Tesserand de Bord envoie un ballon-sonde dans la stratosphère. Les intrépides aéronautes de l'époque sont prêts à tout pour atteindre ces hauteurs. Mais ils découvrent vite que leur corps ne leur permet pas. Aujourd'hui, le docteur Andrew Steele suit les traces de ces vaillants pionniers et déploie ses ailes. C'est superbe. La vue est incroyable et j'adore imaginer les premiers aéronautes faire des vols de haute altitude comme celui que nous faisons. Ils ont vite compris que l'atmosphère changeait avec l'altitude, l'air est plus froid et se raréfie. La respiration est difficile parce que la pression est basse. Les molécules d'oxygène sont moins condensées et on ne peut pas respirer assez vite pour compenser. À la fin des années 20, de courageux aéronautes avaient atteint 12 000 mètres à l'aide d'oxygène. Mais d'autres problèmes physiologiques bien plus graves empêchaient leur progrès. Qu'arrive-t-il à votre corps à 12 000 mètres d'altitude, aussi près du vide spatial? Je n'ai pas très envie d'essayer moi-même, alors je vais laisser ce bonhomme en guimauve faire la démonstration. Le ballon ne volant qu'à 600 mètres, une pompe à vide nous permettra de simuler la baisse de pression drastique entraînée par l'altitude. En aspirant l'air à l'intérieur du bocal, les guimauves se dilatent parce qu'elles contiennent de petites poches d'air. À mesure que la pression baisse, ces poches d'air grossissent. Mais si c'était moi qui m'approchais du vide spatial, les poches de gaz dans mon corps se dilateraient et à très basse pression, les fluides de mon corps se mettraient à bouillir. Le pauvre. Je vais arrêter la pompe et renvoyer de l'air, et avec la pression qui augmente, il va retrouver sa taille normale. Je crois qu'il ne sera plus jamais le même. Il semblait impossible d'aller plus haut pour les premiers aéronautes. Mais en 1930, le scientifique Auguste Piccard proposa une solution audacieuse. Dans les hangars de stockage du Musée des Sciences se cache l'engin révolutionnaire qui a enfin conduit l'homme dans la stratosphère en toute sécurité. Piccard voulait s'élever dans les airs pour étudier les rayons cosmiques et il ne voulait pas porter un masque à oxygène encombrant, donc il a voulu emmener l'atmosphère terrestre avec lui. Et l'idée d'une capsule pressurisée lui est venue. Pour rendre son invention hermétique, Piccard s'est adressé à un fabricant de tonneaux de bière qui l'a aidé à réaliser son innovante cabine pour deux. La capsule fait 2 mètres de diamètre et est composée d'aluminium de quelques centimètres d'épaisseur pour plus de légèreté. Une fois la cabine scellée, les pilotes disposaient de 10 heures d'air recyclé grâce à une technologie empruntée aux sous-marins. À l'intérieur, l'air est fourni grâce à l'évaporation d'oxygène liquide. Quant au dioxyde de carbone, il est éliminé après une réaction à la soude caustique. En 1931, un énorme ballon à hydrogène a conduit Piccard et son assistant à plus de 15 000 mètres d'altitude. C'est ainsi que les deux aéronautes sont devenus les premiers hommes à pénétrer la stratosphère. C'est fou d'imaginer ce qu'ont dû ressentir ces deux hommes en voyant pour la première fois par ce hublot la courbe de la Terre sous leurs pieds. À l'extérieur, il faisait un froid glacial. Ils n'auraient pas pu respirer. Ils étaient d'une bravoure impressionnante pour l'époque.
Et tandis qu'Auguste Piccard atterrissait dans les montagnes autrichiennes, il était clair qu'il venait de révolutionner les vols de haute altitude. Piccard avait prédit qu'un jour, nous volerions tous au-dessus des nuages, là où la résistance de l'air est moindre, et sans son expérience en cabine, les vols commerciaux et le voyage spatial ne seraient encore qu'un rêve. Lors de sa mission habitée vers Mars, Orion voyagera 6 millions de fois plus loin que la cabine pionnière de Piccard. Ce voyage héroïque nécessitera une capsule gigantesque pour 4 astronautes, ce qui représente un challenge pour le responsable de production du module équipage, Mark McCloskey. Le poids, c'est de l'or. Chaque gramme en moins sur la construction est un gramme de gagné pour les astronautes et le matériel. Pour gagner du poids, les ingénieurs se concentrent sur l'intérieur. Tout comme la cabine de Piccard, le module est construit en un alliage ultra léger d'aluminium et de lithium et sera le plus grand jamais conçu. Certains comparent cette capsule à celle d'Apollo, mais elle est 40% plus grande. Les ingénieurs de Lockheed Martin assemblent un vaisseau pour un test de pression dans les locaux de Michoud, à la Nouvelle-Orléans. Chacune des 7 sections qui forment cette structure large de 5 mètres sont en cours d'usinage depuis 6 mois pour réduire leur poids de 90%. Voici la cloison arrière du véhicule d'exploration. Elle est couverte de cellules pour renforcer le panneau tout en restant légère. Mais pour garantir la sécurité des astronautes, la capsule doit être complètement hermétique. La cabine d'équipage doit tenir, ne pas fuir et remplir ses fonctions durant la mission. Les ingénieurs sont donc à nouveau confrontés à une énorme difficulté lors du processus de construction. Quand les gens parlent de soudure, ils pensent à la chaleur. Ils voient un chalumeau, une tige et des étincelles. Il s'agit de soudure par fusion. Mais cette méthode traditionnelle est longue et provoque une déformation du métal quand il refroidit. Les ingénieurs ont dû trouver un autre moyen. On peut souder sans démarcation en quelques minutes grâce à une fantastique machine de pointe. Pour un soudage par friction malaxage, on ne fait pas fondre le métal, on l'amène à un état pâteux. Un cylindre frotte la zone à souder qui va chauffer sans fondre pour finir par former une seule pièce de métal solide. Mais en plus d'être hermétique, la capsule devra fournir un environnement viable pour les astronautes. Les ingénieurs vont donc actualiser le système de recyclage d'air de Piccard. Ils développent actuellement le plus grand module de service jamais conçu par la NASA. Une fois associé à la capsule d'équipage, 2 gigantesques réservoirs d'oxygène liquide fourniront un air respirable. Le système de survie inclut de l'oxygène, une régénération d'oxygène, le maintien de la température et de l'humidité, des choses auxquelles on ne pense pas sur Terre puisque l'environnement s'en charge pour nous. Pour alimenter ces systèmes pendant 3 ans dans l'espace, les ingénieurs sortent des sentiers battus avec leurs 4 immenses panneaux solaires surpuissants qui produisent 11 kW d'énergie. Quand on regarde les modules d'équipage et de service, on ne peut qu'admirer une réalisation technique de pointe, une machine dernier cri. Orion sera le véhicule d'exploration le plus novateur jamais conçu et sera le premier à emmener l'homme si loin dans l'espace. Orion représente pour l'humanité le futur des vols spatiaux. Pour la responsable du module équipage, Lara Kearney,
La destination finale du projet est le Graal des voyages spatiaux. En emmenant l'équipage sur cette planète, on pourra certainement apprendre s'il y a eu ou s'il y a encore de la vie sur Mars. Mais à plus de 100 millions de kilomètres de la Terre, le problème majeur pour les ingénieurs et les astronautes sera de localiser l'impressionnante planète. Il est hélas très facile de se perdre dans l'espace. Plus on s'éloigne, plus il devient difficile de naviguer en direction de Mars. Nos réserves de carburant sont limitées. Si on s'éloigne de la cible, on pourrait ne pas en avoir assez pour rentrer et perdre notre équipage. Avec de tels enjeux, pour naviguer sereinement dans l'espace, l'équipe de la NASA fera appel à une autre innovation héritée d'un lointain pionnier. Pour les marins de l'Antiquité, les océans représentaient un défi de navigation tout aussi important. La plupart gardaient la Terre en vue, mais au IXe siècle, un explorateur viking alla plus loin, grâce à des corbeaux en cage. Quand il libérait un oiseau, ce dernier s'envolait immédiatement en direction de la terre ferme. Des siècles durant, les marins méditerranéens se fiaient au vent, certains de pouvoir différencier une bise froide venue du nord d'un alizé venu du sud. Mais une journée sans vent les laissait bien dépourvus. Heureusement, une solution plus fiable se profilait à l'horizon. Le physicien Andrew Steele prend la mer pour se renseigner. Sans moyen fiable de naviguer, les premiers voyages sur l'océan étaient pour les braves ou les fous. Quand on perd la Terre de vue, il est très dur de savoir où l'on se trouve. Même si les marins pouvaient estimer la direction qu'ils prenaient d'après la position du Soleil, il leur était impossible de savoir où ils se trouvaient. Pour savoir précisément où l'on se trouve, il faut connaître sa latitude et sa longitude. Cette grille de lignes qui recouvre le globe. Et il n'a été possible de le déterminer précisément à partir d'instruments qu'au XVIIIe siècle. En 1757, le célèbre créateur d'instruments mathématiques John Bird a réalisé un appareil qui allait bouleverser la navigation. Voici une version moderne de l'appareil de Bird, un sextant. Il permet de se repérer par rapport à l'angle de différents objets dans le ciel et à l'horizon, comme les planètes, le Soleil, la Lune et les étoiles. Le sextant permet aux marins, où qu'ils soient, de connaître leur position sur le globe, de jour comme de nuit, à une centaine de mètres près. Pour apprécier son efficacité, Andrew va comparer l'invention de Bird à un GPS moderne. Pour déterminer notre latitude, je relève la hauteur angulaire du Soleil à midi. À travers la lunette, on regarde cette partie appelée le petit miroir, qui est en fait moitié miroir, moitié vitré, ce qui permet de voir l'horizon. Un second miroir réfléchit la lumière du Soleil dans l'objectif. En ajustant l'angle de ce second miroir, on peut amener l'image du Soleil à hauteur de l'horizon dans le petit miroir. Une fois que c'est fait, on relève la mesure indiquée sur le limbe. Mais pour déterminer précisément leur position, les marins avaient besoin d'une autre information, qui leur fut fournie par l'éphéméride nautique de l'Observatoire royal de Greenwich en 1767. Les marins n'ont plus qu'à comparer leur estimation à bord à celle du fameux observatoire. En comparant la position du Soleil là où on se trouve à celle de Greenwich au même moment en s'appuyant sur l'éphéméride, on détermine notre longitude. Déterminer latitude et longitude grâce à ces innovations a permis aux marins de planifier leur voyage pendant des siècles. Mais comment se défendent ces outils historiques face à la technologie moderne? Alors, j'ai pris mes mesures avec le sextant, j'ai fait mes calculs, et notre latitude serait de 49 degrés et 55 minutes. Notre longitude de 5 degrés et 27 minutes.
Et je tombe à moins de 500 mètres de l'estimation du GPS. John Bird a vraiment rendu l'impossible possible. Le sextant est une création technique de génie qui n'a quasiment pas changé depuis l'époque de John Bird. Les navires marchands en sont toujours équipés pour naviguer. C'est incroyable pour un outil créé dans les années 1700. Lors de son premier vol test en 2014, Orion était équipé des toutes dernières technologies de navigation spatiale. D'abord, nous avons le réseau de radio spatiale qui est un système de guidage depuis la Terre. Les paraboles terrestres utilisent des informations récoltées grâce au signal radio pour piloter la navette. Mais pour les futures missions, à mesure que la capsule s'éloignera de la Terre pendant ses 9 mois de voyage jusqu'à Mars, l'équipage devra se fier aux étoiles comme leurs prédécesseurs sur l'eau. La NASA connaît bien les étoiles et leurs positions respectives. Des cartes de l'univers ont été établies pour déterminer où se trouvent les planètes et les étoiles. À mesure que le signal radio faiblira, les astronautes devront s'appuyer sur une navigation astrale, en prenant leurs propres mesures pour déterminer leur position dans l'espace. Plus on s'éloigne de la Terre, plus il faut être précis, se servir de la moindre information. Pour résoudre ce problème, Greg Holt et son équipe testent un système de bord innovant dans le tunnel optique de la NASA. Voici la caméra de navigation optique d'Orion. La caméra est tournée vers une image simulée de la Lune, semblable à celle qu'elle prendra dans l'espace. Le processeur à bord l'analyse pour en extraire des mesures. Cet équipement sophistiqué calcule des données capitales, comme le diamètre de la Lune et l'angle de séparation entre la Lune et les étoiles, pour que les astronautes déterminent leur position à quelques mètres près. C'est une toute nouvelle façon de déterminer la position de l'engin et sa vitesse dans l'espace. Mais malgré ces stupéfiantes technologies, l'inquiétude grandit. Les forts taux de radiation dans l'environnement hostile de Mars pourraient endommager les ordinateurs de bord d'Orion. Si ça arrivait au mauvais moment avec l'équipage à bord, ce serait très grave. Alors, comme les pionniers du passé, les astronautes feront appel à l'ingénieux outil du XVIIIe siècle inventé par John Bird. Pour les premiers vols, ils emmèneront un sextant. Ils pourront prendre les mesures entre la Lune et les étoiles pour revenir sains et saufs à la maison. C'est sidérant qu'on utilise encore le sextant. On sent les embruns, même dans la navette spatiale. Et on entend les fantômes des marins chuchoter leurs conseils pour trouver l'angle idéal. Mais les difficultés de navigation ne s'arrêtent pas là. Ce voyage de 100 millions de kilomètres jusqu'à Mars est si long qu'il devra se diviser en une série de bonds dans l'espace. Pour un voyage aussi long au-delà de l'orbite terrestre, on devra s'amarrer à un habitat spatial. En cas d'amarrage, on doit pouvoir passer d'une navette à l'autre ou même en sortir. Pour s'amarrer à différents véhicules avec chacun leur propre système, voire même à des astéroïdes, Frank Moore doit créer le premier système d'amarrage automatique de la NASA. On pourra s'amarrer partout sans que l'équipage n'ait à piloter. Au centre de simulation des opérations spatiales de Lockheed Martin, on teste ces manœuvres complexes qui exigeraient 5 astronautes en temps normal. Nous simulons le mouvement d'approche final vers la destination pour s'assurer que les systèmes de navigation corrigent bien le mouvement du véhicule. Dans l'espace, la capsule et sa destination d'amarrage se déplaceront à grande vitesse, donc l'approche finale se fera grâce à des capteurs laser.
La vitesse d'amarrage doit être très basse, de l'ordre de 0,03 mètres par seconde. Le tout en se déplaçant à plus de 27 000 km/h. Ça se joue à 2 cm près. On pourrait endommager le module d'amarrage et on n'en a pas de rechange. Ça ne pousse pas dans les arbres. Des ingénieurs de tous horizons unissent leurs forces pour développer un incroyable véhicule d'exploration spatiale. Orion va entrer dans les annales au même titre que Mercury, Gemini et Apollo. D'ici 2035, le projet espère avoir atteint son ambition a priori impossible, envoyer des hommes sur Mars. Orion ouvrira une nouvelle ère pour l'exploration spatiale. Nous emmènerons l'homme plus loin que jamais et nous le ramènerons en toute sécurité. Mais la responsable du module équipage, Lara Kearney, sait que la fin de la mission sera sûrement la partie la plus critique. Ce sera la première fois qu'une navette de la taille d'Orion reviendra sur Terre après avoir effectué un voyage sur Mars. En pénétrant l'atmosphère terrestre, Orion se déplacera 35 fois plus vite qu'une balle de pistolet. Son bouclier de protection anti-chaleur dernier cri résisterait à de la lave en fusion. Mais une fois la fournaise passée, les ingénieurs font face à un autre problème. Notre vitesse est toujours de plusieurs milliers de kilomètres/heure. C'est un vrai défi de freiner un véhicule de 9 tonnes pour atteindre les 30 km/h. Cette tâche, a priori impossible, revient à l'ingénieur en chef des systèmes de parachute, Koki Machin. Il est difficile de mesurer un objet qui se déploie à 160 km/h. C'est bien pour ça qu'on le considère comme l'élément le moins fiable de l'engin. Malgré la haute technologie qui équipe Orion, pour la dernière étape de son voyage, les ingénieurs devront s'appuyer sur la forme la plus simple d'ingénierie. Dès les années 1900, défier la gravité a fasciné le monde. Le premier saut en parachute libre en 1919 a transformé le parachutisme en un spectacle sportif et a permis à ses pratiquants de découvrir de nouvelles techniques. Mais c'est le largage de chargements et de troupes pendant les Premières et Secondes Guerres mondiales qui a amené les ingénieurs à repousser les limites de cet équipement de survie. Pour comprendre les forces en jeu afin d'atterrir en toute sécurité, le physicien Andrew Steele se rend à 4000 mètres au-dessus de la campagne anglaise. Quand on sautera de l'avion, 2 forces entreront en jeu. La gravité qui nous fait tomber et la résistance de l'air qui nous repousse. La résistance de l'air augmentera avec notre vitesse et on finira par aller si vite que la résistance de l'air et la gravité s'équilibreront. Nous aurons atteint notre vitesse terminale. Pour un homme ou une femme moyenne, cette vitesse de 200 km/h environ est atteinte après 15 secondes de chute libre. Nous venons de passer les 1500 mètres. Le parachute extracteur nous a stabilisés pendant la chute libre et a déclenché l'ouverture de la voilure principale. Nous avons largement augmenté notre surface et notre résistance à l'air. Du coup, nous avons beaucoup décéléré. Mais en essayant de ralentir un objet plus gros et plus rapide, une aile de ce type se ferait déchiqueter. C'est un problème qu'ont rencontré les ingénieurs de la Luftwaffe dans les années 30, alors qu'ils tentaient de contrôler la vitesse d'atterrissage de leur nouvel avion à réaction. La solution apparut grâce à un jeune ingénieur allemand, Theo Nacke. Sa voilure munie d'ouvertures allait révolutionner le freinage à haute vitesse. La toile, en forme d'anneau, est dotée d'une série de larges fentes permettant assez de résistance pour ralentir l'engin,
tout en laissant échapper assez d'air pour ne pas endommager la voile. Les avions peuvent désormais atterrir sur des pistes plus courtes, à plus grande vitesse et en toute sécurité, amorçant une nouvelle ère pour ces voyages aériens qui fascinent encore aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une technique de pointe. Une petite révolution qui a sauvé des milliers de vies. Et en plus, c'est génial. « 80 ans après cette invention, le projet Orion se sert encore de cette forme historique de parachute. Mais pour ramener sur Terre la plus grosse capsule jamais conçue par la NASA, l'invention de Nacke doit être améliorée. Ce parachute est prévu pour la phase finale d'atterrissage. Il y en a 3 identiques. Ces gigantesques parachutes mesurent 35 mètres de diamètre chacun et forment à eux 3 une technologie dernier cri. La phase de test a été tout aussi impressionnante. En juillet 2012, ils embarquent pour leur premier largage à basse vitesse. Le test idéal serait avec une navette, mais ça coûterait cher. Nous avons intégré nos parachutes à une reproduction fidèle de la navette et nous avons testé leur déploiement. Au total, 11 parachutes seront nécessaires pour freiner progressivement la capsule lancée à environ 560 km/h. Les parachutes de freinage de 7 mètres de long stabiliseront l'appareil et ramèneront la vitesse d'Orion à 160 km/h avant le déclenchement des 3 titanesques parachutes principaux. La surface totale d'un parachute principal est d'environ 12 600 mètres carrés. Pensez à la surface de votre appartement ou de votre maison. Vous pourriez en faire tenir combien dedans? Grâce à l'ingénieuse structure de ces parachutes géants, dès qu'elle sortira de l'espace, Orion réduira de 1000 fois sa vitesse. Et ce, en quelques minutes à peine. Nous toucherons l'eau après une descente en vol stable à une vitesse d'environ 30 km/h. Mais malgré une phase d'atterrissage contrôlée, les créateurs d'Orion ne laissent rien au hasard. En janvier 2012, la NASA effectue ses derniers tests dans le bassin d'impact aquatique en Virginie. Les ingénieurs simulent différents scénarios d'amérissage dans l'océan Pacifique. Les tests s'effectuent avec différents angles d'entrée, différentes hauteurs de houle et d'intensité de vent, pour s'assurer que la capsule se redresse bien toute seule aux derniers instants de son voyage historique. Nous faisons tout pour que la mission soit un succès à 100%. L'équipage doit toujours être en sécurité et rentrer à bon port. Enfin, après des années de tests et de développement par des milliers d'ingénieurs, le projet Orion a passé un premier grand cap en décembre 2014. 5, 4, 3, 2, 1. And liftoff. A new era of American space exploration. Lors de son premier vol d'essai inhabité, la navette de pointe s'est élevée à plus de 5500 km. Pendant les 4h30 de mission, la capsule a été confrontée à des environnements hostiles. Elle a été exposée à de forts taux de radiation en traversant la ceinture de Van Allen, puis à une température supérieure à 2200 degrés Celsius. Mais malgré ces conditions difficiles,
Les données récoltées confirment que le voyage inaugural d'Orion a été un magnifique succès. La navette Orion et les milliers de personnes qui y travaillent font d'un rêve irréalisable une possibilité. Mais pour marquer l'histoire, les créateurs d'Orion sont bien décidés à envoyer des hommes aux confins de l'espace. C'est difficile, mais nous sommes prêts. Quand ce sera fait, on pourra se dire que c'est la plus grande réussite de notre vie. En s'inspirant des innovations de grands pionniers qu'ils ont adaptées et améliorées, et en inventant de nouveaux concepts, les ingénieurs ont réussi à concevoir l'impossible. Marcher sur une autre planète, c'est presque inimaginable. Je suis certain qu'Orion fera faire un bond à l'humanité. Touchdown right now. 16922.